Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ne conduisez pas votre femme, coupez les freins. La pluie tombait en lames fines, griffant le bitume comme si la nuit elle-même se souvenait de quelque chose qu'elle avait juré d'oublier. Sur le bord de la route, à l'ombre d'un lampadaire vacillant, Marcus McReynolds serrait contre lui un carton humide qui tenait lieu de lit et de maison. Il écoutait la ville respirer, klaxons étouffés, le clapotis régulier des gouttières, la respiration lointaine d'un bus de nuit. Mac avait appris à lire les menus catastrophes, un pneu qui crisse trop longtemps, un éclat de lumière qui ne correspond pas au sens du trafic, la façon dont une portière claque quand la colère est prête. À l'angle, une berline noire approcha lentement, ses phares fendillant l'obscurité. À l'intérieur, derrière la vitre embuée, un homme en costume sur mesure se tenait raide, comme une marionnette qu'on aurait chargée d'argent. À côté de lui, une femme à la bouche serrée, cheveux tirés, un collier trop voyant qui faisait écho aux diamants que Mac avait parfois vu briller dans les vitrines des bijouteries, luxe qui n'était plus pour lui. Il reconnut la posture, le conducteur était tendu, mais pas par la route, il était tendu par quelque chose qui se tramait à l'intérieur de la voiture. La berline ralentit, puis s'arrêta près du passage pour piétons. Une silhouette, femme, redressa la tête et balaya la rue du regard. Ses mains tremblaient presque imperceptiblement. Mac, qui avait appris à lire les mains, plissa les yeux, elle tenait quelque chose, un chiffon, peut-être, ou un petit outil, caché derrière la jambe. La femme mit la clé dans le contact. Le moteur ronronna, mais le ronron n'était pas net, il y avait une hésitation, une note grave qui manquait. Le regard du chauffeur se durcit. Il essaya d'avancer. La voiture ne répondit pas comme elle aurait dû. Mac se leva, entraîné par une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des routes avaler des vies. Il traversa la chaussée, boueux, trempé, et se posta auprès de la portière passager. Le milliardaire, parce que l'argent se reconnaît à sa façon d'habiller la peur, éleva les yeux vers lui, surpris, puis reconnaissant. « Mon Dieu, monsieur, aidez-nous !» Sa voix sonnait comme de l'écume sur une vitre. La femme près du volant sourit d'un sourire qui ne brusquait pas le monde, c'était un sourire réglé, affûté. « Ne fais pas d'histoire, Léonard, dit-elle d'un ton que Mac n'avait entendu que chez les gens qui commandent et qui décident du sort des autres pour amusement. Léonard, le propriétaire d'entreprise, le magnate que la ville connaissait de la une, répondit d'un hochement. Il eut juste le temps de murmurer « Tout ira bien, Anna », avant que la voiture ne reparte sur un frisson, stupide, mortel. Mac posa la main sur le capot, sentit la chaleur, puis la faiblesse, les freins avaient été sabotés. Il avait vu ce genre de sabotage autrefois, à la télévision, dans des affaires que l'argent nettoyait ensuite. Un fil mal fixé, une durite coupée, une valve crantée. Il n'avait pas les outils, mais il avait des yeux aguerris. L'odeur d'essence se mêla à la pluie. « Arrêtez-la » cria Mac, d'un ton qui n'était plus la voix d'un sans-abri, mais la voix brute de quelqu'un qui refuse que le monde avale une injustice de plus. Léonard tourna la tête, le panique palpable. Anna, au volant, ne le regarda pas. Elle enfonça l'accélérateur. La berline glissa, comme si la route elle-même avait appelé au secours. Mac courut. Il attrapa la portière côté conducteur au moment où la voiture dérapait et planta ses talons dans le gravier. Une crampe brûlante lui saisit les mollets, mais il força, l'une des durites menant au frein était étrangement accessible, le capot mal refermé, une clé oubliée. Il tira, il coinça, il hurla à Léonard d'actionner le frein à main. Léonard obéit, la terreur déformant son visage. Les roues crissèrent, un hurlement métallique, puis le véhicule finit par caler, immobilisé à quelques mètres du trottoir opposé, l'air comme coupé en deux entre deux vies. Anna sortit lentement. Elle resta devant la voiture, immobile, comme si la scène n'appartenait pas au monde réel. Son regard glissa sur Mac, et un sourire froid effleura ses lèvres, ce même sourire réglé. Léonard, la poitrine haletante, passa une main sur son visage. « Qui êtes-vous » articula-t-il, encore sous l'effet du choc. Mac releva la tête, l'eau dégoulinant de ses sourcils. Juste un type qui s'est regardé. Sa voix avait une lente gravité. Et un avertissement,
Si vous voulez vivre, ne laissez pas votre femme conduire sans vérifier les freins. Il y eut un silence, un instant où la pluie tomba plus fort, comme pour couvrir la décision qui venait d'être prise. Anna, d'un geste précis, sortit un petit carnet. Elle le montra à Léonard, à l'intérieur, une ligne écrite en lettres pressées, une note. Ne conduis pas ta femme. Coupe les freins. Le message semblait banal, presque grotesque dans sa simplicité. Mais Mac y lut autre chose, une confirmation, une menace, la preuve d'une volonté. Anna savait. Anna avait planifié. La police arriva plus tard, sirène comme des coupes dans la nuit. Des détectives, des visages en costume, des questions précises. Mac fut photographié, interrogé, remercié d'un hochement de tête condescendant. Léonard, pâle, tenta d'affronter son épouse dans un bureau au mur trop blanc, mais elle répondit par un calme clinique, ce n'était qu'un test. Un test pourquoi? Pour que la peur prenne cher? Pour vérifier qu'il obéirait? Mac regarda la scène depuis l'ombre, sans se mêler à la chorégraphie des riches qui savent qu'un sourire et un billet peuvent taire une histoire. Alors qu'on emmenait Anna pour un bref interrogatoire, elle croisa le regard de Mac. Dans ses yeux, il y eut une reconnaissance qui n'était ni compassion ni surprise, mais la froide certitude d'une personne qui vient d'accomplir une chose nécessaire. Mac comprit que ce qu'il avait cru sauver la vie d'un homme était peut-être le nœud d'un drame plus profond, argent, trahison, une épouse prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait, et un test qui avait frôlé la mort. Plus tard, dans la nuit qui suivit, Léonard offrit à Mac $5 000 en cash, maladroitement glissé entre ses doigts calleux. La somme aurait été une fortune pour Mac avant qu'elle ne soit une gêne maintenant, il accepta par réflexe, par besoin, mais l'argent ne fermait pas la question qui restait. Qui aurait intérêt à couper les freins? Anna, oui, mais pourquoi? Et pourquoi ce message étrange, laissé comme une signature? Mac retourna à son carton, à son lampadaire fissuré. Il posa les $5 000 à côté d'un paquet de couvertures, comme on dépose une promesse sur la table d'un procès. Il n'était pas homme à se mêler des affaires des autres. Pourtant, cette nuit-là, il sentit l'appel d'un filage, quelque chose, la justice, peut-être, ou la curiosité le tirait vers la route trempée où une voiture avait failli basculer. Il murmura, presque pour lui-même, ne conduis pas ta femme. Coupe les freins. Les mots résonnèrent comme une consigne sinistre, comme l'amorce d'un puzzle. Mac se demanda qui, dans une ville si pleine de secrets, pouvait laisser une instruction aussi nette et lâcher la vie d'un homme sur le fil d'un hasard. Il se redressa, déterminé. Demain, pensa-t-il, il irait voir Léonard. Pas pour l'argent. Pour la question. Pour la vérité. Car parfois, même un homme qui a tout a besoin d'un sans-abri pour lui rappeler que la vie ne se rachète pas, elle se défend. Et dans l'obscurité, tandis que la berline noire disparaissait comme un cauchemar tiré au loin, le carton de Mac tremblait légèrement, comme si la ville elle-même retenait son souffle en attendant la suite. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais la ville restait humide et grise, comme si elle portait encore le poids de la nuit. Marcus Mac Reynolds, sans abri et observateur attentif du monde, était assis sur son carton habituel près du lampadaire fissuré. Les $5 000 qu'il avait reçus de Léonard la veille étaient posés à côté de lui, immobiles comme un rappel incongru de la richesse qu'il ne connaissait pas vraiment. Une berline noire glissa devant lui, freinant doucement. Léonard descendit, costume froissé par la nuit, visage pâle. Anna, toujours impeccable, le suivait derrière, ses talons claquant sur le trottoir humide avec une précision presque militaire. Mac les regarda s'avancer, intrigué. Anna ne souriait pas, mais il pouvait lire dans ses yeux cette froide détermination qui avait presque transformé la nuit en tragédie. Mac Reynolds, demanda Léonard d'une voix hésitante. Oui. Mac se redressa, ses yeux perçant l'éclat matinal de la ville. Léonard se gratta la nuque. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait hier soir. Vous nous avez sauvés, à Anna et à moi. Mac haussa un sourcil. Sauver, ou empêcher un accident. La différence est mince. Sa voix portait cette gravité tranquille qui dérangeait autant qu'elle captivait. Anna s'approcha, mains croisées derrière le dos. Vous avez vu quelque chose que nous aurions voulu garder secret, dit-elle calmement, presque glacialement. Mac sentit le poids de ses mots.
Anna ne parlait pas seulement de la tentative de sabotage des freins, mais de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Léonard intervint, un peu maladroitement, nous devons comprendre comment et pourquoi quelqu'un aurait pu faire ça. Nous ne pouvons pas simplement ignorer. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Mac comprit qu'il parlait de sa femme, Anna, et des secrets qu'elle semblait protéger. Vous voulez que je vous aide à enquêter ? Demanda Mac, curieux malgré lui. Anna le fixa, analysant ses traits, ses mains calleuses, le regard d'un homme habitué à observer sans être vu. Vous voyez plus que vous ne devriez, dit-elle, sa voix neutre mais pénétrante. Si vous entrez dans ce jeu, il n'y aura pas de retour en arrière. Mac hocha la tête, sachant que la prudence avait toujours été sa meilleure alliée. Je ne joue pas pour l'argent. Je joue pour ce que je peux voir. Léonard poussa un soupir lourd et annonça, très bien. Mais vous devez comprendre, ma femme est complexe. Et ce qui se passe derrière les portes fermées peut être dangereux. Mac sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Mac Reynolds ne recule pas devant les histoires compliquées. Anna fit un pas en arrière, croisant les bras, ses yeux sombres trahissant à peine l'intérêt qu'elle portait à ce sans-abri qui connaissait les ficelles de la rue mieux que n'importe quel détective. Alors suivez-nous, dit-elle simplement. Et ainsi commença le véritable test. Mac ne savait pas encore que derrière les murs de la villa de Léonard se tramaient non seulement des secrets financiers et des alliances fragiles, mais une vérité beaucoup plus sombre, et que sa propre vie allait se retrouver mêlée à celle d'Anna d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le chauffeur ouvrit la portière arrière, et Mac monta à l'intérieur. La berline noire démarra doucement, glissant sur les rues encore mouillées, tandis que Mac observait les visages de ses nouveaux partenaires. Les silences parlaient plus fort que les mots. Et dans ces silences, Mac comprit que le danger n'était pas seulement dans les freins coupés d'une voiture, mais dans les secrets que les riches pouvaient dissimuler derrière leur sourire parfait. La villa de Léonard se dressait au sommet d'une colline, vaste et froide, comme si l'architecture elle-même cherchait à intimider. Mac, encore humide de la pluie de la nuit précédente, observa les portails massifs et les haies impeccables. Chaque détail semblait calculé pour dissimuler la vérité sous une perfection apparente. À l'intérieur, Léonard se dirigea vers son bureau tandis qu'Anna le suivait, ses talons résonnant sur le marbre, comme un métronome cruel. Mac, encore sur ses gardes, s'assit sur un canapé près de la baie vitrée. Il observait la scène, attentive à chaque micro-expression. La richesse avait ses codes, mais Mac connaissait les codes du corps, et cela suffisait. Léonard s'assit derrière son bureau, les mains tremblantes, et soupira. « Je ne comprends pas, Mac. Qui aurait intérêt à nous faire du mal ?» Mac croisa les bras. « Pas qui. Pourquoi ? Vous êtes un homme riche. Vous avez des ennemis, des rivaux, des gens jaloux. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Quelqu'un voulait vous faire peur, tester votre réaction. » Anna, qui jusque-là restait silencieuse, intervint, et quelqu'un dans notre cercle sait comment atteindre nos faiblesses. Les freins n'étaient qu'un avertissement. Mac hocha la tête. Il y a toujours un indice. Quelque chose que les riches croient minime, mais qui révèle tout. Il se leva et examina le salon, une table en verre immaculé, un vase posé légèrement de travers, une traînée fine de poussière sur le rebord d'une étagère. Mac suivit son intuition et s'approcha du bureau de Léonard. Une feuille était tombée, à moitié cachée sous le tapis, un schéma rudimentaire d'une voiture, avec des annotations sur les freins et le moteur. « Anna a fait ça », murmura Léonard, presque incrédule. Mac leva les yeux. « Peut-être. Mais pourquoi vous impliquer dans votre propre sabotage ?» Anna fit un pas en avant, son regard fixe. « Vous pensez que je suis folle ? Je teste les réactions, je mesure la confiance. Savoir qui agit correctement quand tout va mal, c'est vital pour protéger notre famille et nos affaires. » Mac sourit, un sourire sec mais respectueux. Alors c'était un test, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir pris la note et décidé de transformer le test en vrai danger. Léonard fronça les sourcils. Qui serait assez fou pour faire ça ? Mac pointa la feuille. Cherchez autour de vous. Les indices sont dans ce que vous ne regardez jamais, employés, amis, partenaires. Chaque geste, chaque oubli, chaque sourire peut cacher un plan. Anna croisa les bras,
intrigué malgré elle. Vous parlez comme un détective de rue, Mac. Mac haussa les épaules. La rue m'a appris à lire les gens. Vous avez appris à lire l'argent. Mais l'argent ne sauve pas des vies. Léonard regarda Anna, puis Mac, un mélange de peur et de reconnaissance dans les yeux. Alors nous devons enquêter. Mais doucement. Sans alerter la personne qui nous menace. Mac acquiesça. Je vais vous aider, mais je ne me contenterai pas de suivre les ordres. Il y a quelque chose de plus profond ici. Et si nous ne découvrons pas la vérité, les freins ne seront pas le seul danger. Anna resta silencieuse un instant, puis murmura. Très bien, Mac. Mais sachez ceci, une fois que vous aurez commencé à voir ce que nous voyons, il n'y aura pas de retour en arrière. Mac sentit le poids de cette menace, mais il savait qu'il ne reculerait pas. Chaque indice découvert serait une pièce du puzzle, et chaque puzzle résolu rapprocherait la vérité de la surface. La question était, à qui pouvait-on vraiment faire confiance dans un monde où la richesse et la manipulation marchaient main dans la main? La tension dans la villa était palpable. Mac avait passé la matinée à observer les allées et venues des employés, à écouter les murmures derrière les portes closes, et à noter chaque détail que les riches considéraient insignifiant. Léonard était agité, incapable de se concentrer sur ses dossiers, tandis qu'Anna se mouvait avec une précision glaciale, calculant chaque geste, chaque mot, chaque regard. Vers midi, Mac fut appelé dans la cuisine. Un des majordomes, pâle et nerveux, murmura « Monsieur Reynolds, vous devriez voir ça ». Sur le comptoir, à moitié caché par un plateau de fruits, se trouvait une bouteille de vin ouverte. Mac s'approcha et observa l'étiquette, elle portait un nom prestigieux, mais quelque chose clochait. Les sceaux de sécurité étaient brisés. « C'est un message », murmura Mac. « Quelqu'un voulait que vous le buviez. » Léonard pâlit et leva les mains. « Qui oserait ?» Anna entra à ce moment précis, son expression neutre se figeant en un masque de contrôle. Elle examina la bouteille, puis Mac. « Vous avez raison, » dit-elle calmement. « Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. » Mac fronça les sourcils. « Alors quelqu'un d'autre dans la maison ?» Anna hocha la tête. « Et cette personne sait que je fais confiance à peu de monde ici. Nous devons agir vite avant que Léonard ne fasse une erreur. » Mac sortit son téléphone, il n'avait pas grand-chose, mais assez pour appeler discrètement un laboratoire mobile qu'il connaissait dans la ville. Une demi-heure plus tard, le test confirma ce que Mac avait pressenti, le vin était empoisonné, une dose létale si Léonard l'avait goûté. Léonard recula d'un pas, mais qui ferait ça? Anna s'approcha et posa une main sur son épaule, mais la main était froide comme le métal. Léonard, tu es trop confiant. Tu crois connaître ton entourage, mais dans les maisons comme la nôtre, la loyauté est toujours à vendre. Mac observa Anna de plus près. Son calme n'était pas celui de quelqu'un qui protège uniquement Léonard. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre. Vous saviez, ou vous soupçonniez quelque chose, demanda-t-il. Anna le fixa un long moment, puis murmura, j'avais mes soupçons. Mais je ne pouvais pas intervenir avant que vous ne soyez impliqué. Léonard, maintenant terrifié, chercha ses mots, impliqué. Mac. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mac haussa les épaules. Vous étiez en danger avant même que je mette un pied dans votre villa. Mais maintenant, je sais que quelqu'un dans votre cercle a décidé de passer à l'action. Et cette personne n'est pas votre épouse. Anna serait dit. Qui alors? Mac sourit légèrement, mais son sourire était sec, dur. Vous allez voir. Il passa le reste de l'après-midi à interroger discrètement les employés, observant leur réaction aux questions subtiles sur la bouteille de vin et les mouvements de la veille. Enfin, un nom émergea, Julian Carter, le chef de la sécurité de la villa, un homme en qui Léonard avait toute confiance. Julian fut confronté dans le bureau, mais il nia tout avec un calme qui frôlait l'insolence. Anna le fixa droit dans les yeux. « Julian, nous savons ce que vous avez fait. Vous pensiez pouvoir contrôler la situation, mais vous vous êtes trompé. » Julian ricana. « Vous ne savez rien, dit-il. Vous ne faites que courir derrière les apparences. » Mac intervint, « Non, Julian. Nous savons exactement ce que vous avez fait. Et nous savons pourquoi.
Vous vouliez éliminer Léonard pour prendre le contrôle de ses affaires. Mais vous avez sous-estimé Anna, et moi. Le visage de Julien se tordit de colère. Vous croyez que vous avez gagné? Ce n'est qu'un début. Anna, calme, mais avec une lueur glaciale dans les yeux, répondit, peut-être. Mais pour l'instant, la vie de Léonard est protégée. Et c'est tout ce qui compte. Mac comprit alors que l'affaire était loin d'être terminée. La tentative d'empoisonnement n'était qu'un chapitre d'un complot plus vaste, et que la villa, avec ses secrets et ses trahisons, ne révélait que ce qu'on voulait bien voir. Alors que le soleil déclinait, projetant des ombres longues dans le bureau, Mac réalisa que sa propre vie allait bientôt être en danger. Mais il savait aussi une chose, il ne reculerait pas. Pas maintenant, pas quand la vérité commençait enfin à se dévoiler. La villa semblait plus silencieuse que jamais. Même les ventilations du système central semblaient retenir leur souffle, comme si la maison elle-même savait que la tempête allait éclater. Mac et Anna s'étaient retirés dans le bureau de Léonard pour discuter des prochaines étapes. Les révélations de Julian Carter laissaient présager une vérité beaucoup plus grande que la simple tentative d'empoisonnement. Julian ne travaille pas seul, murmura Anna, les yeux fixés sur la fenêtre. Il a des alliés, quelqu'un dans vos entreprises. Léonard, déjà ébranlé, se pencha en avant sur son bureau. Qui aurait intérêt à? Sa voix se brisa légèrement. Mac posa ses mains sur le bureau, regardant Léonard droit dans les yeux. Léonard, quelqu'un voulait prendre le contrôle de tout ce que vous possédez. Et le problème, c'est que la trahison ne vient pas toujours de l'extérieur. Anna intervint, nous avons vérifié les comptes et les mouvements financiers des derniers mois. Il y a des transferts non autorisés, des documents falsifiés. Tout indique que Julian était le bras exécutif, mais le cerveau est inattendu. Léonard fronça les sourcils. Inattendu? Qui donc? Mac hésita un instant, pesant ses mots. Vous. Léonard cligna des yeux, incrédule. Moi. Mais, je n'ai rien fait. Anna hocha lentement la tête. Non, Léonard. Mais vous avez ignoré certains signes. Vous avez laissé des personnes que vous croyez loyales agir sans surveillance. Julian et ses complices ont profité de votre confiance. Max se leva et marcha vers la baie vitrée. La leçon est simple, quand l'argent et le pouvoir dominent tout, les gens autour de vous commencent à jouer pour eux-mêmes. Vous êtes devenu un pion sans le savoir. Léonard s'affaissa sur sa chaise. Mais pourquoi le vin, pourquoi le sabotage des freins? Anna répondit, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, pour tester les limites. Julian voulait voir comment vous réagiriez. Vous auriez pu mourir. Et si vous étiez mort, qui aurait hérité de votre empire? Mac croisa les bras. Et c'est là que j'interviens. Hier soir, j'ai empêché un drame. Mais ce n'était que le début. Maintenant, il faut trouver tous les complices avant qu'ils ne passent à l'action à nouveau. Léonard leva les yeux, paniqué mais reconnaissant. Et Anna, je n'arrive pas à comprendre. Vous étiez si calme hier soir, pourquoi? Anna le regarda avec intensité. Parce que je savais. Je savais que vous n'étiez pas préparé, et je savais que quelqu'un aurait tenté de vous tester. Vous n'êtes pas un mauvais mari, Léonard. Mais vous êtes naïf. Et la naïveté est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Mac, observant la scène, nota la complexité de leur relation, loyauté, manipulation, peur et contrôle se mêlaient dans un jeu dangereux. Il savait que Julian n'était que la première pièce d'un puzzle encore plus grand. Soudain, le téléphone du bureau sonna. Mac décrocha. Une voix basse et métallique murmura, « Vous êtes trop proche de la vérité. Reculez, ou ce sera la dernière fois que vous parlerez à Léonard. » Mac raccrocha, son regard croisant celui d'Anna. Elle pâlit légèrement, mais ne montra aucune peur. « Ils savent que nous enquêtons, dit-elle. Mais il est trop tard pour reculer. » Léonard, tremblant, demanda, « Que faisons-nous » Mac s'assit, regardant dehors vers l'horizon de la ville. « Nous découvrons tout. Chaque plan, chaque trahison. Julian n'est que le début. Et quelqu'un d'autre tire les ficelles, quelqu'un que nous n'attendons pas. » Anna murmura, « Et cette personne est prête à tout, même à tuer pour protéger son secret. »
Le silence retomba dans le bureau, lourd et oppressant. Mac savait que le prochain mouvement serait crucial. Une seule erreur pourrait coûter non seulement la fortune de Léonard, mais sa vie. Et celle d'Anna aussi. Alors que le soleil déclinait, projetant une lumière rougeâtre sur les murs de la villa, Mac comprit que le véritable ennemi n'était pas Julian, ni les employés corrompus, mais quelqu'un de beaucoup plus proche, quelqu'un qui connaissait leurs faiblesses et savait exactement comment les exploiter. La partie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur la ville. La villa de Léonard, habituellement un symbole de puissance et de sécurité, semblait maintenant un piège où chaque ombre pouvait cacher une menace. Mac, vigilant, parcourait le bureau pour vérifier les systèmes de sécurité et les indices laissés par Julian et ses complices. Anna, silencieuse et méthodique, préparait une confrontation qu'elle savait inévitable. Léonard, tendu, semblait comprendre que sa vie et son empire étaient sur le fil du rasoir. Soudain, une porte claqua dans le couloir principal. Mac et Anna se tournèrent. Julian entra, accompagné de 2 complices armés, leurs visages figés par la détermination et l'arrogance. « C'est fini, Léonard », lança Julian, la voix glaciale. « L'Empire tombe ce soir. » Anna fit un pas en avant, implacable. « Vous pensiez que vous pouviez tout contrôler. Mais vous avez sous-estimé 2 choses, la vigilance de Mac et ma capacité à anticiper vos mouvements. » Mac, bras croisés, observa chaque geste. Julian tenta un mouvement vers Léonard, mais Anna le devança d'un geste rapide et précis, désarmant l'un des complices. Mac saisit l'opportunité et immobilisa l'autre. Le chaos dura moins d'1 minute, mais la tension semblait durer une éternité. Puis Julian s'arrêta, son sourire se transformant en une expression de surprise mêlée de peur. « Comment ?» murmura-t-il. Anna s'avança lentement, ses yeux perçants fixés sur lui. « Parce que je savais dès le début que vous n'étiez pas seul. Et que la vraie menace ne venait pas seulement de vous. » Léonard, haletant, regarda Anna, incapable de comprendre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Anna croisa les bras et prononça les mots qui allaient tout changer. « Léonard, le véritable cerveau derrière tout ça, c'est vous. Vous avez créé ce scénario pour tester ma loyauté et celle de vos employés. Les freins, le vin empoisonné, Julian, tout était une mise en scène pour voir qui serait digne de confiance. » Léonard pâlit. Je voulais juste savoir, qui pouvait me protéger. Mac fixa Léonard, incrédule mais lucide. Vous jouiez avec des vies pour votre curiosité et votre ego. Vous avez mis votre propre vie, celle d'Anna et celle des employés en danger pour un test que vous avez inventé. Anna, froide mais calme, continua, vous vouliez créer un complot pour observer comment il se déroulerait. Mais vous n'aviez pas prévu moi. Et vous n'aviez pas prévu Mac. Léonard s'effondra sur sa chaise, réalisant l'ampleur de son erreur. Je ne voulais pas. Mac secoua la tête. Peu importe ce que vous vouliez. Vous avez franchi une ligne. La confiance et la vie des autres ne sont pas des expériences. Anna prit une profonde inspiration. Maintenant, tout est clair. Julian et ses complices ont été éliminés, et vous avez été confrontés à la vérité. Vous savez que jouer avec les gens et la vie n'est jamais sans conséquence. Un silence pesant tomba sur la villa. Léonard, tremblant, regarda Mac et Anna, comprenant que ses manipulations avaient échoué. Mac retourna aux fenêtres, observant la ville en contrebas, et murmura, « La richesse et le pouvoir ne protègent pas des erreurs. » Anna s'approcha de Léonard et dit d'une voix ferme, « Apprenez à faire confiance, Léonard. Ou vos tests vous coûteront plus que vous ne pouvez imaginer. » Léonard hocha la tête, profondément marqué. Mac, silencieux, quitta le bureau en direction de l'entrée. La villa, bien que luxueuse, semblait désormais plus vulnérable que jamais, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu le poids de la vérité. La nuit se poursuivit, mais pour la première fois depuis longtemps, un équilibre fragile s'était installé. Mac savait que son rôle n'était pas terminé, mais il avait accompli ce qu'il était venu faire, protéger la vie, exposer la trahison et rappeler que la vérité finit toujours par émerger, même dans les couloirs dorés de la richesse et de l'illusion. Et tandis que Mac repartait sous la pluie légère de la nuit, il pensa une dernière fois à Léonard et Anna. Parfois,
Ce n'est pas l'argent ni le pouvoir qui sauvent la vie, mais un homme prêt à observer, à intervenir, et à ne jamais fermer les yeux devant l'injustice.